Donc, pour commencer, je vais me présenter un petit peu, comme ça vous aurez un petit peu de contexte sur ce que j'ai fait, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va faire aussi par la suite. Ça va être assez important pour le sujet. Donc, comme ce qui a été dit, je suis directeur technique au studio Bullard Studio. Je fais ça depuis à peu près un peu plus de 10 ans. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait comme type de jeu? C'est des jeux tactiques au tour par tour, que ce soit sur PC ou console. On a également fait aussi un jeu de City Builder sur PC. Et là, actuellement, on est encore en train de faire un autre jeu au tour par tour. Et donc du coup, on est assez spécialisé dans des jeux qui ont beaucoup de données, beaucoup de systèmes qui vont communiquer entre eux. Et donc du coup, on va être confronté à plein de problématiques liées à ça. Et au fur et à mesure des projets, on a petit à petit commencé à mettre en place une architecture, des workflows qui permettent de rendre les projets de plus en plus stables. Et on est toujours en cours d'évolution, etc. Il y a toujours des nouvelles technologies qui sortent, des nouvelles idées. Voilà. Et donc là, l'objectif de cette conférence, ça va être de vous dire quels sont les outils qu'on a mis en place pour garder un projet qui puisse être extensible. Dans le jeu Ixion et dans le jeu Mechanicus 2 qu'on est en train de faire actuellement. Et donc voilà, l'objectif c'est de vous montrer un peu ce qui a été fait, pourquoi, comment, et pourquoi pas que ça vous donne des idées aussi par la suite pour vos projets. Voilà. Donc voilà, je le rappelle bien, c'est un contexte, ces outils-là fonctionnent dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire des tacticals au tour par tour, des city builders, et pour ce que j'ai pas dit aussi, pour une équipe d'une vingtaine de personnes. Voilà. Pour d'autres contextes, ça peut être un peu différent, évidemment. Donc, voilà, un projet extensible, d'abord, c'est quoi un projet extensible? C'est un projet qui a vocation à être amélioré au fur et à mesure du temps de développement. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que nous, nos jeux, généralement, on les développe en 2 à 3 ans. Donc ça fait pas mal de temps aussi de développement. Et donc il faut que le projet tienne du début jusqu'à la fin sans avoir trop de problèmes. Donc c'est cette chose-là qu'on doit réduire au maximum. Donc un projet, ça doit être flexible dans le sens où on peut rajouter du contenu, on peut rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc ça peut être des niveaux, comme je l'ai mis, niveaux, personnages, des compétences, des dialogues. Là, c'est des exemples vraiment qui sont contextuels à ce qu'on fait. Mais on peut imaginer plein de contenus différents ou plein de systèmes. Et le problème, c'est que si il y a des gens qui développent des jeux de vidéo ici, ce que je pense, c'est que plus on rajoute de trucs, plus on risque de péter le jeu au final. Donc l'objectif, c'est de rajouter des fonctionnalités ou du contenu, mais sans trop générer de bugs, tout en surveillant l'optimisation aussi. Voilà, si on ajoute des choses et que le jeu il tourne à 10 FPS au final, c'est compliqué, donc il faut garder un œil là-dessus. Aussi, il faut garder le projet testable, parce que plus on va ajouter de contenu, et plus ça peut être difficile aussi de tester quelque chose de très précis très rapidement. Voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse rajouter beaucoup de contenu et le tester le plus rapidement possible pour gagner du temps. Voilà, donc il y a peut-être des systèmes à mettre en place pour faire ce genre de choses. Et aussi, un projet extensible et flexible, ça va être intéressant après pour faire des mises à jour. Voilà, si on veut rajouter des nouveaux personnages, des nouvelles compétences, du nouveau texte, etc. Après que le jeu soit sorti, ou des DLC, voilà. Ça peut être assez intéressant aussi pour ça. Voilà, par exemple, l'anecdote pour Ixion, en fait, en fin de développement, on a pris quelques raccourcis. Et Ixion, si je reviens, voilà, c'est au milieu, c'est un jeu de city builder. On a pris beaucoup de raccourcis et du coup, ça a été beaucoup plus difficile de faire des mises à jour. Et on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire une fois que le jeu est sorti, justement à cause de dettes techniques qui a pu être accumulée au fur et à mesure de tout ça. Donc voilà, c'est aussi important de garder quand même une structure assez flexible tout au long du développement. Et voilà, ça évite aussi d'avoir un projet désorganisé complètement. Et du coup, comment on fait pour garder un projet flexible comme ça?
Nous, on a plusieurs choses. On a d'abord des outils qui sont plutôt visuels à l'intérieur que ce soit de l'éditeur ou des logiciels qui sont à côté et qu'on va pouvoir importer dans le jeu ensuite. Donc ça permet aussi ces outils-là à qui veut dans l'équipe. Donc l'équipe peut être constituée de plein de personnes différentes, hein, voilà, scénaristes, game designer, artistes, etc. Et s'ils veulent toucher des choses dans l'engine, ce que j'ai pas dit, nous on travaille avec Unity, ça peut être plus facile avec des outils un peu visuels, voilà, qui ont une expérience utilisateur assez simple, où ils sont moins perdus que des outils qui peuvent être plutôt complexes, voués à être utilisés par des développeurs directement. Donc voilà, des outils visuels assez simples, ils sont contents en plus de les utiliser, c'est cool. Voilà. Donc il y a plusieurs choses, on va pouvoir les voir aussi un peu plus tard. Donc il y a des nodes graphes, si ça a un problème de connexion, tout va bien. S'il y a des, comment dire, excusez-moi, des nodes graphes, on va voir un peu plus tard. Des level editors ou quelle que soit la façon dont on va le faire, c'est visualisation de données. Voilà, il y a plusieurs façons, on va voir ça. Et aussi, côté développeur, on a besoin de garder une architecture de code qui va être assez modulaire et qui va pouvoir évoluer tout au long du projet. Donc comment on fait ça ? Donc il faut maximiser les dépendances entre les différents systèmes, ce qui est parfois pas très simple. Et on sait, plus il y a de dépendances, plus il y a un risque de bug, voilà, de génération de bugs. Donc comment on fait ça pour réduire les dépendances ? On peut utiliser des design patterns. Donc là, ça va parler aux gens qui font plus de la programmation. Des design patterns donc comme ECS, l'injection de dépendances, des événements, l'utilisation d'interfaces, voilà, etc. On va en voir un tout à l'heure aussi. Voilà. Et ensuite, au maximum, pour nous, ce qu'on fait, c'est de séparer la logique et la donnée. Si on fait ça, la donnée, ça veut dire qu'on peut la mettre à part et qu'elle ne soit pas dans le code. Ça veut dire que tout le monde peut toucher à la donnée, modifier la donnée et faire des tests aussi beaucoup plus simplement, sans avoir à ouvrir un éditeur textuel et ne rien comprendre au final derrière. Ensuite, voilà, on sait un peu ça, mais qu'est-ce qui va nous faire dire de faire un outil, en fait ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un outil ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de rendre quelque chose extensible ou pas ? Donc généralement, bon là, il y a quelques points, mais il peut y en avoir aussi un peu plus, c'est pas vraiment exhaustif. Généralement, quand on a un problème qui se répète, voilà, généralement, on va avoir besoin d'un outil. Par exemple, on a besoin de créer 80 maps, 80 niveaux pour un jeu. Le faire à la main, c'est pas forcément très optimisé. Pour gagner du temps, on peut peut-être faire des choses de système de placement d'objets, des choses comme ça, pour rendre le taf, pour rendre le travail plus agréable et plus rapide aussi. Voilà. Également aussi, il y a des tâches répétitives. Quand on veut importer plein de données, ça peut être source d'erreur, parce que si on oublie de faire un copier-coller ou quelque chose comme ça, on met nos données quelque part, on clique sur un bouton et ce script-là qui a derrière le bouton va essayer de voir s'il y a des erreurs qu'on a pu faire, et s'il n'y en a pas, importer le tout bien comme il faut, bien nommé, aux endroits qu'il faut dans le projet, pour réduire ce genre de source d'erreur. C'est assez intéressant. Aussi, ce qu'il faut penser, c'est qui va utiliser l'outil, en fait. Pour moi, je ne vais pas designer un outil de la même façon s'il va être utilisé par un développeur, ou pour un game designer, ou pour un artiste. Voilà. Et de notre côté, on va essayer de travailler l'outil en fonction de son utilisation. Par exemple, pour les développeurs, on va moins s'attarder à la partie visuelle sur l'affichage de l'outil. On va essayer quand même de faire quelque chose de correct, mais les développeurs sont toujours un peu plus habitués à des interfaces un peu plus austères, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Pour les game designers, généralement, ils sont plus à l'aise avec l'affichage de beaucoup de données. Donc aussi, ça va être un peu différent. On va essayer d'afficher les données qui sont publiques, c'est-à-dire qui peuvent être changées, voilà.
Et les artistes, généralement, c'est quelque chose qui sera un peu plus visuel, avec des outils qui vont se rapprocher à leur logiciel qu'ils connaissent, soit de 3D, soit de 2D, Photoshop, Maya, etc. On va essayer de se rapprocher à ce genre de trucs pour que chaque personne reste vraiment dans son environnement et ses connaissances, tout ça. Donc voilà, on va essayer d'optimiser ce genre de choses. Et bon voilà, une fois qu'on a décidé si on fait un outil ou pas, il faut aussi se dire est-ce que ça va vraiment nous faire gagner du temps, dans le sens où voilà, si on doit créer 3 niveaux, est-ce qu'on doit créer un level editor très poussé en final, alors qu'on pourrait directement utiliser les fonctionnalités de base là, pour Unity, placer les choses une par une, ou est-ce qu'on va faire un outil complexe qui va nécessiter aussi du temps de debugging et de maintenance au lieu de le faire à la main. Voilà, il faut se poser ces questions-là. Et une fois que tout ça c'est posé, on peut planifier la création du développement de l'outil. Aussi, il faudra prévoir un temps de maintenance, de débugage, et puis aussi d'interaction entre la personne qui va utiliser l'outil et le développeur ou la développeuse qui va intégrer des feedbacks ou de nouvelles fonctionnalités dans l'outil au fur et à mesure du développement, enfin de l'utilisation, voilà, par l'utilisateur. Donc, voilà un peu le briefing. Nous, ce qu'on a fait de notre côté. Alors, d'abord, je vais passer aux outils visuels. Et, donc, ça va parler un peu à tout le monde, pardon. Et après, on passera un peu au niveau côté code. Donc là, ça va être un peu plus technique, mais ça peut être aussi intéressant. Donc, ce qu'on a mis en place et qu'on trouve, et que je trouve aussi qui fonctionne pas mal, ce sont les nodes graphes. Donc, j'ai mis une petite image pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas le terme. Donc les nodes graphes, en gros, c'est des petites cases qu'on vient lier entre elles. Et chaque case va avoir des fonctionnalités et on va généralement passer de case en case pour effectuer la fonctionnalité que l'on souhaite. Alors, pour être plus clair, on va passer sur cette slide-là. On utilise un outil qui s'appelle Xnode, donc c'est quelque chose qui est gratuit. Je sais que sur Unity, il y a aussi un outil dispo à l'intérieur d'Unity qui permet de faire des nodes graphes également. Donc nous, quand on a commencé le développement du projet, c'était encore en expérimental. Donc on a utilisé Xnode, que je vous conseille aussi, c'est très très cool comme projet. Et donc voilà, comme je disais, c'était des petites cases qui se connectent les unes entre les autres. Donc c'est un outil qui va être intéressant pour gérer les dépendances entre certaines choses qui doivent se faire les unes avant les autres ou après les autres. Donc ça c'est pas mal. Ou en même temps également. Peut-être que vous avez entendu le concept de behavior tree aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont fait de l'IA. Et c'est un peu la même chose aussi, c'est intéressant. Et donc nous, pourquoi pourquoi on a utilisé ce genre d'outil? On l'a utilisé pour plusieurs choses. Pour le déroulement de notre campagne, le VPN va toujours me parler. Déroulement de notre campagne, le déroulement des missions. Donc on va utiliser surtout cet outil-là comme une espèce de tête de lecture. On va arriver sur notre première case, puis une fois que le joueur va arriver à faire quelque chose, on va passer à la deuxième case, puis la troisième, etc., etc. Donc ça va vraiment être une tête de lecture. Donc les missions, les événements narratifs. Les événements narratifs, ça va être un dialogue avec plusieurs choix. Et en fonction du choix qu'on fait, on va avoir des récompenses qui vont être adaptées. Et aussi pour les arbres de compétences, si vous avez déjà joué à plein de jeux de RPG, souvent c'est des petits ronds qui sont attachés les uns aux autres. Et ça peut ressembler à quelque chose comme ça au final. Et donc ce genre d'outil, ça permet justement aux personnes qui vont intégrer le contenu du jeu de déplacer des choses, de renseigner des textes, de modifier l'arbre de compétences sans avoir besoin non plus d'ouvrir du code ou d'aller discuter avec un membre de l'équipe de développement pour intégrer des choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon là, j'ai parlé de l'utilisation de NodeGraph pour le contenu
du jeu, mais aussi ça peut être intéressant pour quelques systèmes. Donc j'ai parlé d'IA, nous on utilise un autre petit truc, mais ça peut être intéressant pour ça aussi. On l'utilise pour la gestion du chargement et le déchargement d'objets en fonction de là où on est dans le jeu. C'est en gros une visualisation du design pattern du state machine. On va voir un petit peu. Donc là, pour un exemple un petit peu plus concret, là, il y a dans notre dernier projet Mechanicus 2, on a une espèce de map qui est comme ça, avec plein de petites choses qui vont apparaître au fur et à mesure du jeu. Donc on peut imaginer, en gros, en début de partie, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on a accès à une petite région. Les régions sont les zones qui sont entourées, avec un petit outline. Voilà. Donc au début, on a une première mission qui s'affiche, et on fait la mission. Voilà, la mission se termine, et dans notre graphe, on passe à la suite. Et ça va faire apparaître 3 autres missions. Et une fois qu'on va réussir une autre mission, ça va faire apparaître d'autres choses, etc., etc. Et donc ça peut être intéressant pour gérer ça. Et donc je vous propose, si ça a fonctionné, de voir ce que ça donne dans Unity. Ça marche bien. Voilà, donc par exemple, dans notre cas, alors, c'est vrai que j'ai fait des choses ce matin. Tac. Non, toi t'es pas là. T'es là. Voilà. Voilà, donc là, en fait, je viens d'ouvrir un autre graphe qui correspond à notre campagne dans le jeu. Donc, c'est quelque chose qu'on peut déplacer, on peut rajouter d'autres nœuds à l'intérieur, donc c'est assez cool. Donc, on commence la campagne, on va paramétrer certaines choses. Là, c'est un nœud où il va y avoir une cinématique. Donc, une fois que la cinématique va être faite, on va passer à la suite. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la suite. Là, c'est un dialogue. Une fois que le dialogue est terminé, on va ouvrir un petit tutoriel. Une fois que le tutoriel est fait, on va commencer un objectif. Et cet objectif-là, on peut voir qu'il se split en 4 choses. Ça veut dire que les 4 choses vont se faire en même temps. Et ces 4 choses-là vont vont rajouter 4 missions sur la map. Et après, une fois qu'on a fini, par exemple, la première mission, on va continuer à lire ces nœuds-là, puis jusqu'à ce que les 4 missions soient faites pour se rejoindre à la fin de l'objectif, etc., etc. Donc ça, c'est assez cool parce que c'est vachement modulable. Si on veut enlever une mission dans la campagne, on peut l'enlever. Si on veut rajouter une, on peut la rajouter. Donc c'est vachement cool. Et également, on a utilisé ça pour la visualisation de notre design pattern de state machine. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, toi, tu vas être là. Voilà, donc le state machine, c'est qu'on l'utilise pour savoir un peu où on en est dans l'affichage du jeu. Par exemple, le splash screen, si on est dans une cinématique, pardon, dans le main menu, ou si on est, là, le world, ça va être notre carte. Bon, quelques problèmes de réseau, mais voilà, en tout cas, la logique est la même. Et dans ce graphe-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple quand on va aller dans le main menu, on va pouvoir configurer quelle scène on va charger. Et quand on va sortir du main menu, on va pouvoir configurer quelle scène on va décharger. Et ça va être intéressant. Par exemple, si le jeu tourne sur plusieurs plateformes différentes, par exemple sur console, on va charger d'autres scènes que sur PC. On va aussi charger peut-être des banques son différentes en fonction de là où on en est dans le jeu. Donc en termes de système, c'est plutôt intéressant aussi. Ça marche pour le contenu du jeu, mais aussi la programmation. Ensuite, on a quelques outils un peu plus bruts. On a dans notre jeu un gros scénario avec beaucoup de texte. Et du coup, on doit mettre en place des outils d'import qui, comme je le disais tout à l'heure, qui nous empêchent de faire le maximum d'erreurs possibles. Donc on remplit un
un document qui est sur Google Spreadsheet dans notre côté. Et donc une fois que ce document-là est rempli, bon, il y a des colonnes d'ID qui nous permettent de savoir quels sont les types de textes qu'on remplit. On a un outil qui nous permet d'importer dans Unity directement un fichier zip, et ce fichier zip contient tous les tableaux qui sont sur Google. Et ce fichier et ce tool-là va générer plein de scriptable objects. Les scriptable objects, ce sont en gros, pour ceux qui ne savent pas, des fichiers qui contiennent plein de données, voilà, qui sont disponibles dans le projet après et qui pourront être lus par le jeu. Donc dans notre cas, ça sera ce qu'on a vu en fait dans le graph node, des missions, des dialogues et d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Et donc ça va nous générer ça de manière assez simple. Comme on a beaucoup de missions, de mémoire, je ne sais plus, on doit avoir une soixantaine ou peut-être même plus. Voilà. Ça permet de configurer tous ces fichiers-là de manière très rapide. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pardon. Et ça crée les dossiers, les fichiers et de manière automatique. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une fois que ces fichiers-là sont faits et qu'on veut modifier juste du texte, on peut modifier dans Google le texte, on repasse dans l'outil et on réimporte. On fait un réimport et ça va modifier les fichiers qui sont déjà existants. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est pas destructif. Généralement, quand on essaye de faire un outil, on essaye au maximum de le rendre non destructif. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre les informations qu'on a déjà importées derrière. Donc ça, c'est aussi important d'éviter les régressions et l'ajout de bugs à chaque fois qu'on réimporte quelque chose. Donc là, ça, c'est à surveiller. On a un peu la même chose pour l'importation de personnages. Dans notre jeu, on a à peu près une quarantaine de personnages, voire peut-être un peu plus. Et donc du coup, chaque personnage a plein d'animations différentes, mais qui vont suivre une même nomenclature. Et donc là, c'est un peu la même chose. On a un outil de génération de données, où on va donner à cet outil-là un dossier qui va contenir les animations. Et on va pouvoir cliquer sur un bouton pour créer plein de scriptable objects qui vont contenir des informations sur les animations, leur durée, les compétences aussi de base du personnage. Donc ça va être beaucoup de clics droits, nouveaux fichiers d'économiser. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout quand on a beaucoup de personnages comme dans notre cas. Et également, on travaille sur la licence Warhammer, et la licence Warhammer, elle est détenue par une entreprise qui s'appelle Games Workshop, et on a besoin de valider tous les assets, toutes les animations, etc. Et donc pour valider ça, on a un outil aussi qui est lié à cet outil-là, qui va générer une vidéo. On va voir toutes les animations aussi, les unes après les autres, dans une vidéo pour que après Games Workshop puisse valider ou non les animations. Et s'il ne valide pas, on fait les modifications sur les animations, on repasse par cet outil et puis on régénère après une vidéo et on leur renvoie, etc. Jusqu'à temps qu'ils disent « Ok, c'est parti, vous pouvez y aller. C'est validé. » Donc voilà, c'est aussi du gain de temps qui empêche de faire beaucoup de choses manuelles et robotiques voilà, à la main. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Ensuite, comme on a beaucoup de personnages et de compétences, on a fait aussi un outil qui nous permet de configurer les VFX, les animations en fonction de ces compétences-là, en fonction des personnages. Donc on va le voir aussi un peu sur Unity tout à l'heure. Donc cet outil permet de faire quoi ? De visualiser les animations, visualiser les VFX. Donc les VFX, ça peut être des particules, des visual effects. Donc ça, c'est visual effects dans Unity. Configurer des SFX aussi. Alors, on n'a pas réussi, nous, de notre côté, à jouer je l'ai mis entre parenthèses, mais à jouer des événements Fmod directement dans l'éditeur. Parce que l'intérêt de cet outil-là, c'est qu'il est directement dans l'éditeur Unity. On n'a pas besoin de lancer le jeu pour regarder ce que va donner le VFX direct à l'intérieur du jeu. Parce que dans Unity, une fois que le projet commence à être de plus en plus lourd, quand on clique sur Play, si vous avez déjà l'expérience de ça, des fois ça peut prendre quelques secondes, voire plusieurs minutes des fois. Voilà. Donc pour nous, quand on a une quarantaine d'unités et beaucoup de compétences, ça ferait perdre énormément de temps.
Et donc cet outil-là permet aussi la génération d'événements gameplay. Par exemple, quand il y a, on l'a vu là, un laser, quand est-ce que la personne se fait toucher par le laser, ça va afficher aussi les points de vie qui sont perdus, ou des bonus, des malus, voilà, ça dépend les compétences. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner. Alors, c'est justement sur quoi je suis en train de travailler aussi en ce moment avec quelques membres de l'équipe. L'implémentation des VFX, et ça se passe plutôt bien. Alors, hop. Ça va être... je ne sais plus si c'est lui. Bon, ça fait pas mal de fenêtres ouvertes, hein, évidemment. Hop, si je vais dans la scène... Voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est... Est-ce que c'est la bonne compétence? Ouais, voilà, c'est cool. Voilà, on a un petit éditeur. Donc on utilise l'éditeur de Windows d'Unity. Donc c'est assez cool, hein, si vous avez déjà fait de la programmation d'éditeur d'Unity, ça marche plutôt bien. On utilise aussi Odin Inspector qui nous aide beaucoup, si vous connaissez, qui est assez sympa. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, tac. Désolé pour le contretemps. Ah, ok, nickel. Voilà, du coup, on a une espèce de timeline qui va nous permettre de voir voilà, les choses qui sont faites par l'animation et par les compétences. Et ça nous permet vraiment de dire, par exemple, ici, nous avons les différentes choses qui vont apparaître durant cette séquence-là. Donc les deux premiers, ça va être des événements Fmod, donc ça va être du son qui va être lancé. Ici, on a des particules, donc on peut paramétrer la position des particules et aussi à quel timing. Si on veut changer le timing d'apparition voilà, des particules, donc ce truc-là, 0,3, si je le mets à 0,8, on peut voir directement ce que c'est. Donc là, voilà, on voit que c'était l'espèce de trail. Voilà. On peut le timer de manière très précise sans avoir besoin d'aller faire un play, puis un pause, changer les valeurs et revenir. Et donc ça, quand on a beaucoup de VFX à traiter, c'est plutôt sympa pour le coup, et ça permet d'aller assez rapidement. Donc ça, c'est un outil qui nous aide beaucoup et dont on est assez content. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est un outil... voilà, dans le jeu, il va y avoir une planète, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui va avoir beaucoup de régions. Et donc cette planète-là, on avait décidé de la générer de manière un peu procédurale, dans le sens où le mesh va être généré à partir de plein de données. Et donc du coup, voilà, dans Unity, on a un outil qui va afficher une sphère. Et dans cette sphère-là, on va avoir des points qu'on va pouvoir déplacer. Et quand on va regrouper des points, ça va nous créer des régions. Et voilà, on peut créer la forme de région que l'on souhaite. On va ensuite sauvegarder toutes ces données-là et générer le mesh de la planète qui est associé. Et sur cette planète-là, il va y avoir un shader qui va récupérer plein de données qui sont dans le mesh qui a été créé. Donc on utilise, là c'est un peu plus technique, mais on utilise les données qu'il peut y avoir dans les vertex, dans le mesh pour voilà, afficher vraiment ce qu'on peut voir ici, les outlines ou des montagnes qu'on peut voir un peu ici, ou l'océan, etc. Voilà. Donc ça va nous générer un mesh comme ça, et on va pouvoir l'utiliser dans le jeu. Donc cet outil-là, en fait, il est super cool pour générer plein de planètes différentes et aussi itérer sur le level design, c'est-à-dire qu'on peut placer le nombre de régions qu'on veut et les mettre là où on souhaite, etc. Le problème, c'est que c'est un tool qu'on a fait en début de prod et on avait une vision du jeu qui était beaucoup plus développée que ça, et on voulait potentiellement avoir plusieurs planètes et avoir beaucoup de fonctionnalités sur cette planète-là. Mais du coup, on a dû cut pas mal de choses.
Donc on a réduit le scope du projet, on a cut pas mal de choses. Donc au final, cet outil-là, il nous sert juste à créer notre planète. Et cette planète-là va être utilisée dans le jeu final. Et on n'aura pas besoin de créer plus de planètes, tout ça. Donc du coup, on a créé un tool qui est au final très très bien. Mais par contre, on ne l'utilise pas à son plein potentiel, parce qu'au final, on utilise juste un mesh qui est généré par ce tool-là, sans en créer d'autres, même en milieu de partie dans le jeu. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'on a perdu du temps à faire ce tool-là ou pas? Voilà. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Est-ce que vous avez besoin d'un tool dans votre projet? Bon, au final, il nous sert. Hein. Voilà, c'est assez cool. Ensuite, voilà, bon, là j'ai fait un peu le tour des tools visuels. Bon, j'ai pas montré notre level editor. On a d'autres choses aussi qui nous aident à améliorer le projet, à ajouter du contenu. Mais on va parler un peu de code. Voilà, donc je vais peut-être perdre quelques personnes, mais c'est pas grave. Je vais vous parler d'un pattern qui s'appelle Entity Component. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'Entity Component System. Nous, on a mis en place un pattern qui est un peu similaire, mais sans la partie système. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Pour ceux qui connaissent aussi, Unity propose un ECS, donc c'est complètement différent. Voilà. On a utilisé ECS que propose Unity par le passé avec le jeu Ixion. C'était cool, mais c'était moins cool. Voilà. Là, pour la gestion de données qui vont être plutôt de type gameplay, on va rester sur une utilisation de base avec du C#, avec des classes voilà, qui sont classiques. Et donc, on a mis en place un pattern qui permet de gérer pas mal de choses. Donc, je l'avais dit un petit peu tout à l'heure, c'est un pattern qui a vocation à séparer la logique et les données. Tout ça pour pouvoir exposer les données dans des outils. Donc il va y avoir des données qui vont être statiques. Les données statiques vont être utilisées avec des scriptable objects. Donc comme ce que je disais tout à l'heure, c'est des fichiers qui contiennent des données. Et ce sont des données qui sont statiques dans le sens où quand on va lancer le jeu, ces données-là ne vont jamais bouger. Donc ça va être par exemple des valeurs de points de vie maximum, des choses comme ça. Donc une fois que la donnée est établie, elle ne bougera jamais. Ensuite, on va avoir aussi des données dynamiques. Donc là, ça va être par exemple des données, quel est le nombre de points de vie actuels sur mon personnage. Donc si mes points de vie max sont à 10, mais que mes points de vie actuels sont à 5, cette valeur 5 peut augmenter, peut descendre, etc. Donc ça, ce sont des données qui sont dynamiques, qui sont mises à part aussi. Et ces données dynamiques vont être sauvegardées au final. Voilà, quand on va faire échappe, sauvegarder la partie. Voilà, on va prendre toutes les classes qui ont des données dynamiques, on va les sauvegarder. Et ensuite, ça va nous permettre de faire le chargement aussi derrière, de manière assez simple. Ce pattern aussi va apporter de la flexibilité, dans le sens où c'est un pattern qui est basé sur la composition. On va rajouter, donc là c'est un terme un peu plus technique aussi, la composition, c'est qu'on va rajouter des comportements à une entité. Par exemple, on a une chaise, voilà, on a une chaise, on veut lui ajouter le fait qu'elle soit destructible, et bien on va lui rajouter le composant destructible. On va lui ajouter un composant point de vie, si on a envie qu'elle ait des points de vie. On peut lui ajouter le composant s'asseoir, si on veut que quelqu'un puisse s'asseoir dessus. J'improvise, hein, voilà. Et par exemple, si on a une autre chaise, mais on n'a pas la possibilité de s'asseoir dessus, ben on lui enlève le composant s'asseoir, et donc on ne pourra pas s'asseoir dessus. Mais par contre, la base du code va être la même. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça apporte de la flexibilité à nos éléments gameplay. Et tout en gardant quelque chose d'assez stable. On va voir après avec quelques exemples. Donc, on va aussi avoir la gestion de l'affichage, parce que une entité va être souvent liée à un préfab ou plusieurs préfabs. Donc, par exemple, un personnage qui va avoir des points de vie, des compétences, etc., va être une entité. Et ce personnage-là va être lié à un préfab. Donc ça va être son modèle 3D au final avec ses armes, tout ça. Et donc quand on va charger l'entité, ça va charger automatiquement le préfab qui lui est associé.
le préfab qui est quelque part dans le projet. Voilà, on charge l'entité, on prend ce préfab-là, on le met dans la scène. Et en fonction de l'état de l'entité, donc ce que je disais, les données dynamiques, par exemple la position de notre personnage, quand on va charger cette entité-là, on va mettre le préfab au bon endroit, parce qu'on a sauvegardé la position de notre personnage. Donc ça, c'est assez cool aussi. Ça permet d'ajouter plein d'entités qui ont des données différentes et les gérer de manière assez simple, sans trop causer de bugs et sans refaire du code pour chaque élément gameplay du jeu. Tout élément gameplay de notre côté va être une entité au final. Et qu'est-ce qu'un élément gameplay? Généralement, on se pose cette question-là. Un élément gameplay, c'est quelque chose qui va sûrement être sauvegardé au final quand on va faire une sauvegarde dans le jeu. Donc tout ce qui a des données dynamiques va être un élément gameplay basiquement. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que la gestion du cycle de vie va être assez intéressante, le chargement va être facile, la sauvegarde va être facile, et l'unload aussi va être simple quand on va sortir d'un niveau, par exemple, on va unload toutes les entités du niveau et libérer la mémoire. Et tout ça, ça passe par le même code, donc c'est plutôt cool et plutôt agréable à débugger. Et donc comment ça se passe? Donc là c'est une petite vue schématisée des classes. Donc on a la classe principale qui s'appelle Entity, c'est une classe abstraite. Donc pour chaque objet qu'on va avoir, on va étendre cette classe Entity. Donc je disais par exemple pour les personnages, on va avoir une unit entity par exemple, voilà. Et cette entity-là va avoir plusieurs composants, pas des composants mais d'autres propriétés, pardon. Donc ça va être la data, l'entity data, on va appeler, qui va être un scriptable object qui va déterminer et décrire le composant. Par exemple, si c'est, j'aime bien l'exemple de la chaise, c'est cool. Si elle est en bois ou sa taille, voilà, quelque chose comme ça. Son nom, voilà, si on veut nommer la chaise aussi, c'est sympa. Ensuite, il va y avoir un entity state. Donc ça va être les données dynamiques pour le coup. Est-ce que la chaise est cassée? Voilà, ça peut être intéressant de le mettre là. Ensuite, il va y avoir les entity behaviors. Donc ça va être relié avec des monobehaviors. Les monobehaviors, c'est en gros ce qui est utilisé pour afficher des choses dans Unity, dans la scène 3D. Ce sont des scripts qui vont être liés à certains objets. Et donc, par exemple, le modèle de la chaise va être lié à ces monobehaviors-là. Et quand on va charger l'entité, on va pouvoir mettre la chaise directement dans la scène en 3D et afficher certaines choses. Ça va être intéressant d'utiliser ça. Ensuite, il va y avoir les composants. Donc ça, c'est une classe abstraite qui va être étendue par d'autres choses. Par exemple, ce que je disais pour la chaise, on peut s'asseoir dessus ou pas. Est-ce qu'elle a des points de vie? Voilà. Donc ça va être chaque comportement et un comportement va faire certaines fonctionnalités. Et ces comportements-là, eux aussi, ils vont avoir une data. Par exemple, si la chaise a des points de vie, le data du comportement va être les points de vie max. Combien de points de vie max à la chaise, voilà. Et aussi le state qui est lié à ce composant. Par exemple, est-ce que la chaise a 5 points de vie ou 4 ou 3, voilà. Et donc, quand on va faire une sauvegarde de cette entité-là, on va sauvegarder l'état de base principal de l'entité et on va boucler sur tous les composants qu'a cette entité-là et on va sauvegarder tous ces states-là. Et quand on va vouloir charger en fait une entité, on va avoir l'état principal et l'état de tous les composants. Et à partir de ces états-là, ça va pouvoir créer automatiquement la classe d'entité de base. Ça va récupérer toutes les informations aussi qui sont reliées de manière assez automatique. Donc ça permet de spawn plein d'objets juste avec l'état initial. Ça permet d'ajouter plein de choses aussi au fur et à mesure du développement, si on veut rajouter des nouvelles entités et tout. Voilà. Et pareil, si on veut rajouter des comportements à cette chaise, on peut créer une nouvelle classe de comportement, on lui ajoute. Voilà, c'est assez modulaire pour ça.
Donc voilà, bon là, je vais peut-être y passer un peu plus rapidement parce que je l'ai dit à l'oral. Donc on a à peu près tout ce que contient les différentes classes. Donc l'entité, c'est la classe de base. La data, c'est entity data, c'est le scriptable object. Le state, ok, ça j'ai dit ça, etc., etc. Voilà, c'est une explication. Donc comment ça marche là de manière plus pratique. Donc là à gauche, en fait, vous avez un scriptable object. Donc là, nous, ça s'appelle Skirmish Unit Data. Donc c'est Unit Data, c'est une entity data qui contient pas mal de choses. Donc une unit data est liée à un caractère data, il y a du son, on peut taguer l'unité, elle appartient à une faction, elle a des statistiques de base de force, voilà, de plein de choses. Il peut y avoir un tech tree d'afficher, plein de trucs. Voilà, c'est vraiment les datas de base de l'unité. Et ensuite, mon unité, elle va avoir plusieurs comportements. Donc là, il y a quelques exemples. Mais ça va être une unité, par exemple, bon là c'est un jeu tactique tour par tour. C'est une unité en 1 x 1. Il peut y avoir des unités qui prennent 2 cases par 2 cases. Celle-ci prend une case. Voilà. Donc il peut y avoir plusieurs comportements différents pour ça. Mon unité, elle va avoir des points de vie. Mon unité, elle va avoir des actions. Les actions, ce sont des compétences. Mon unité va avoir un comportement d'engagement. C'est par exemple quand une autre unité ennemie est à ma portée et qu'elle va s'en aller, mon unité va taper cette unité-là avant qu'elle s'en aille. Voilà. Elle va avoir aussi un comportement d'intelligence artificielle. Il va y avoir un comportement de shield, d'armure, etc., etc. Voilà, plein d'unités peuvent avoir des comportements différents. Et donc là, si on suit mes belles flèches roses, on a le health data qui va contenir le maximum de points de vie, l'IA qui va contenir un behavior tree, et les actions data qui vont contenir une liste de compétences de mon unité. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez modulaire, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, comment ça marche? Bon, je montre que les petites bases de l'API. Hein. Forcément, il y a beaucoup plus de choses derrière qui ne sont pas montrées. Mais c'est pour vous montrer un peu le concept. Donc, comment on crée une entity? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir d'un état, donc mon new skirmish unit state va contenir l'état de mon entité actuelle, donc sa position, ses nombres de points de vie, etc. Vraiment tout son état. Donc une fois qu'on a cet état-là, donc on peut imaginer que ce state-là vient d'une sauvegarde. Voilà, donc la sauvegarde contient vraiment toutes ces données. On va pouvoir créer l'entité à partir de cet état-là. Et ce create entity va générer le personnage à un endroit, etc., bien initialisé. Puis on initialise l'entity et c'est bon, c'est prêt, l'entity est dispo et peut être manipulé par n'importe quoi. Et ensuite, ce qui est intéressant avec un component, c'est que quand on va programmer ce genre de choses et ce genre de pattern, c'est que dans le code, on ne va pas savoir si mon entité va avoir un component ou pas. Donc par exemple, si ma chaise n'a pas de point de vie, je ne peux pas directement lui dire à son composant de point de vie, perds 2 points de vie parce que je viens de te frapper. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand on va essayer de frapper la chaise, on va voir si la chaise a un composant de points de vie, et si oui, c'est là seulement à cette condition-là qu'on va réduire les points de vie de la chaise. Et donc du coup, on a ce genre de choses. Donc on a notre entity, on va essayer de récupérer un composant d'un certain type, et si le composant du certain type, donc moi mon exemple c'est les points de vie, existe, et à l'intérieur, on peut récupérer par exemple le else.data. Le else.data, c'est le scriptable object qui est lié au composant. Donc on peut récupérer le nombre de points de vie max. Si on veut avoir le nombre de points de vie perdus ou le modifier, on peut faire un else.state. Donc le state, c'est ce qui va contenir les données dynamiques. On peut réduire ou augmenter le nombre de points de vie perdus. Et aussi, les composants vont avoir des références à l'entité de base. Donc si dans un composant, pour une raison X ou Y, on veut la valeur de shield ou d'armure, on peut faire un else.parent, le parent va contenir la référence de l'entité de base, et donc essayer de récupérer un autre composant si on le souhaite. Voilà.
Donc c'est assez flexible, les composants peuvent communiquer entre eux, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Donc voilà un peu, bon, c'est très rapidement dit, mais c'est un pattern qui offre beaucoup de flexibilité par rapport à ça. Pareil pour la UI, si on veut afficher la UI d'une unité, ou d'une chaise ou d'autres choses qui a des points de vie, bah, la UI, elle n'a pas besoin de savoir quelle est l'entité qu'elle a, mais elle a juste besoin de savoir si l'entité a le composant entity else component. Et si oui, bah, on peut afficher directement une barre de points de vie avec les max points et les loss points. Voilà. On n'a pas besoin de savoir quel est mon objet en fait, de base. Si c'est une chaise, une table, n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt flexible par rapport à ça. Ensuite, voilà pour le snapshot. Est-ce que Ok, ouais, ça dure longtemps. Ensuite, on a mis en place un système de snapshot. En fait, ça permet de lancer le jeu avec des états qui sont spécifiques. Donc ça va être un gros fichier, en gros, qui va contenir plein de données. Et c'est un espèce de fichier comme si c'était une sauvegarde, en fait. On va donner ça à la scène de base d'Unity et on va lui dire bah, vas-y, lance-moi le jeu avec toutes ces données-là. Et ces données-là, en fait, contiennent basiquement toutes les entity states que l'on souhaite. Et ça va lancer le jeu à l'état qu'on a déterminé, avec toutes les entités qu'on a paramétrées dans ce fichier-là. Et ça permet, par exemple, bah, si on veut tester la compétence que j'étais en train de voir avec l'outil de VFX tout à l'heure, on peut directement mettre l'entity state de mon personnage, on lui dit qu'il a sa compétence, et on met un ennemi à une certaine position, et puis on fait play, et puis on utilise la compétence pour voir si ça marche bien, etc. Et donc dans le jeu, on a peut-être actuellement une centaine de fichiers snapshot qui nous permettent de tester toutes les unités différentes à certains endroits, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi pour ça. Et donc du coup, pour ça, pareil, je fais pas mal de pubs pour Odin Inspector, mais c'est super cool, Odin Inspector, si vous connaissez. Ça permet de rendre mieux visibles les données dans l'inspecteur d'Unity, et ça offre aussi un truc qui est vachement poussé, c'est Odin Serializer, qui permet de sérialiser les classes d'une manière assez cool. Et ensuite, bon, pour la conclusion, qu'est-ce qu'on va garder pour les prochains projets ? Donc l'utilisation de Node-Graph, je trouvais ça super intéressant pour communiquer avec les game designers de l'équipe. Ils ont compris la logique et c'est assez visuel, donc c'est vachement cool. Le tool d'animation de VFX, ça permet de gagner pas mal de temps et ça permet à n'importe qui de polish aussi les millisecondes d'apparition des VFX, tout ça. L'entity component pattern, c'est vachement bien aussi pour tous les devs et pour les prochaines personnes qui vont arriver sur le projet. Bon, c'est un système qui est un peu complexe, donc il y a un petit peu de formation dessus, mais une fois qu'il est compris, ça permet d'être modulable et de pas forcément de gérer la sauvegarde de manière manuelle, etc. Tout est fait automatiquement. Et le système de snapshot aussi qui nous permet de tester les choses assez rapidement. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop long. Je voulais remercier aussi toute l'équipe de dev qui a participé à l'élaboration de tous ces tools-là. Et merci à vous de m'avoir écouté. Merci Jérémy. Alors on va enchaîner, il reste 10 minutes pour les questions-réponses. Donc si vous en avez, on va vous passer les micros. Bonjour. Du coup, merci pour la conférence, c'était hyper intéressant. Moi, j'avais une question. Vous parliez à un moment donné d'un outil pour importer les datas directement sur Unity depuis un zip. Et quand on voit déjà les datas qui ont un niveau de complexité assez important, je voulais savoir du coup les outils pour parser du coup les datas, passer du zip à tous ces dossiers de Scriptable Object. Comment vous y prenez au juste, justement? Bah, pour être honnête, ça prend 2 à 3 minutes de chargement. Donc ouais, ça prend du temps. Dans le zip, ça contient des points CSV.
et on lit tous les points CSV ligne par ligne, etc. Donc ça crée après dans Unity tous les scriptable objects qui sont associés, etc. Donc ouais, quand on clique sur le bouton importer, ça prend un peu de temps. Donc, La question de derrière, un petit peu qui était cachée, c'était justement avec des classes où il y a justement beaucoup de classes abstraites, je suppose, pour le CS. Comment vous arrivez justement à convertir ce CSV où finalement c'est que du texte en classe abstraite bien concrète avec des données bien fixes bah là, c'est vraiment hard-codé dans le tool. Ok. Voilà. Ok. Il Il y a un schéma, il y a un pattern à suivre. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, il y a une nomenclature précise. Ouais. Ok, merci beaucoup. Bonjour, moi c'était plus une question par curiosité. Déjà, merci pour la conférence, c'était très clair et très complet. Combien de temps ça vous a mis pour arriver justement à l'entity component pattern tel qu'il est aujourd'hui? 5 ans ou 6 ans, oui. On avait un truc un peu similaire dans le projet précédent. Dans 2 projets précédents, en fait, on avait juste séparé les monobehavior et les data. Après, ça a généré plein de problèmes avec la sauvegarde. Du coup, on a rajouté l'étape de data, de state et de behavior. Et après, on a vu que ça générait pas mal de problèmes avec la logique. Et donc là, on est arrivé à l'étape où on sépare vraiment l'entité, le data, le state, et on rajoute des composants séparés pour éviter la duplication de code. Mais ouais, ça a pris du temps. Ouais. Et je pense qu'on va encore l'améliorer. Ouais. Merci. Bonjour, merci pour la conf, c'était super. J'ai aussi une question sur l'entity component pattern. Quand tu as montré du code sur comment récupérer un composant, tu faisais un try-get component parce qu'on n'est pas sûr d'avoir ce composant sur notre entité. Du coup, ma question c'est où ce code était placé? Est-ce que c'est l'entité qui doit gérer la possibilité d'avoir des points de vie? Ou est-ce que c'est sur le component point de vie qu'on gère Ouais, ok. Alors du coup, c'est une bonne question. Tout ce qui est gameplay, nous on utilise un autre système, un autre pattern qui s'appelle le command pattern. Et tout ce qui doit changer quelque chose en gameplay va être une commande. Je ne sais pas si vous connaissez le command pattern, mais en gros, dans cette commande-là, elle va récupérer les entités, et c'est cette commande-là qui va dire je vais modifier les points de vie d'une entité. Voilà. Et donc, il n'y a pas de code de changement de data à l'intérieur des entités, c'est vraiment séparé avec des commandes. Ok, merci. Et pardon, j'ai une deuxième question, toujours sur ce système. Est-ce que vous avez réfléchi à un système qui mixerait aussi des événements? Par exemple, l'entité reçoit un événement qui est tu prends des dégâts, et c'est le composant point de vie qui écoute cet événement, qui se dit ah tiens, cet événement m'intéresse, donc je vais faire des trucs. Oui, c'est possible. On a mis en place ce genre de choses. Effectivement, les composants peuvent écouter des événements. Ouais. Ok, très cool. Merci. Bonjour, merci pour la conférence, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, j'avais une petite question par rapport au... Vous avez refait en fait tout votre système de composants vous-même. Pourquoi pas utiliser du coup celui de base de Unity? J'ai cru comprendre que vous l'aviez déjà fait sur Ixion. Mais du coup, quel était le problème? Qu'est-ce qui vous a motivé à tout refaire à la main? Alors, du coup, moi j'avais fait pas mal de choses sur... c'était une version de CS il y a 4-5 ans qui était très verbeux. Et vraiment, c'était super lourd à apprendre. Dès que je voulais faire quelque chose, il fallait passer par un système, rajouter des structs un peu partout. Alors ouais, c'est bien optimisé en termes de mémoire, tout ça. Mais à un moment donné, il faut coder les trucs et ouais, c'était trop lourd en fait pour notre petite équipe, en vrai. Et c'est pour ça qu'on est resté à base de GameObject, de MonoBehavior et de classes simples. Merci. Allô, ouais. Merci pour le talk, c'était cool. J'ai une question sur le snapshot system. Est-ce que, une fois qu'on a ce gros fichier de données qui est un peu comme une save au final du jeu, est-ce que vous pouvez le modifier des éléments dans l'éditeur, par exemple, pour dire, en fait, il y avait 4 unités de tel truc et je veux qu'il y en ait 5, et ensuite vous lancez le jeu et ça direct ça lit et vous pouvez tester dans cet état-là, ou est-ce que le fichier lui-même n'est pas modifiable facilement, entre guillemets?
C'est justement un fichier qui est modifiable facilement. Si on prend un exemple, voilà, si on a un snapshot, par exemple, menu. Donc ça lance le jeu dans le main menu. Voilà. Main menu contexte, et dans le contexte de main menu, on a une data. Mais après, si on prend un snapshot un peu plus compliqué, directement dans une bataille, on va avoir beaucoup plus de données, par exemple les unités qui vont être présentes dans la bataille, les unités qui vont être en renfort, et plein d'autres choses. Et pour chaque unité, on va avoir, ce que je disais, tous les component states et toutes les données dynamiques de l'unité. Donc là, on peut vraiment paramétrer ce qu'on veut. Ok, merci, c'est trop stylé. Et du coup, question follow-up, est-ce que vous avez un système, quand vous lancez le jeu, qui permet de sauvegarder du coup et de récupérer les nouvelles datas ouais, ok. Pour pas les rentrer soi-même, j'imagine. Ouais, tout à fait. En fait, ce scriptable object-là, en fait, affiche en gros la classe qui va être sérialisée pour créer un fichier de sauvegarde. Et donc, du coup, quand on crée un fichier de sauvegarde, on peut récupérer ce truc-là et le mettre dans un scriptable object. Ça fait exactement la même chose. Donc, ouais, c'est possible. Bonjour. J'avais une question. C'est concernant les temps de développement des deux premiers outils, du coup le NodeGraph et l'outil de visualisation des VFX. Combien de temps ça a pris et combien de devs étaient dessus Alors pour le NodeGraph, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a pris un projet qui est disponible sur GitHub et qui est gratuit, donc c'était vachement simple. On l'a très peu modifié au final, donc c'était très rapide. Voilà, on a juste étendu leur classe pour créer des nodes à notre convenance. Donc ça, c'était très très rapide. Et pour l'outil d'animation, alors c'est une personne qui a bossé dessus et je sais plus, je pense qu'elle a dû mettre. Alors pour la version de base, ça doit être 3 semaines, 1 mois, un truc comme ça. Et après, ça a été amélioré au fur et à mesure. À chaque fois qu'on voulait intégrer des nouvelles fonctionnalités, on rajoute des classes. Voilà, tout ce qui est présent ici, là, pas plus tard que ce matin, j'ai rajouté une nouvelle classe qui me permet de faire un projectile qui va à un certain endroit, etc. Donc c'est un tool qui est aussi modulaire et qui peut évoluer aussi au fur et à mesure du dev. Ok, merci. Oui, bonjour, tout au fond. Merci pour la présentation, hyper intéressant. J'aurais plein de questions à vous poser si c'est possible après. Une question rapide. Je vois que votre unit data qui référence d'autres data, donc c'est que des scriptable objects. Il faut bien instancier les classes correspondantes, les behaviors à runtime. Comment vous faites le lien entre les deux? Est-ce qu'il y a une sorte de factory qui en fait fait le lien entre les différents types? Oui, effectivement. Alors là, ça va être un peu le bazar. En fait, c'est la classe d'entity de base. Elle prend des types génériques. Alors, ça va être... Hop. Je sais pas si... Ouais, je pense qu'on voit bien. Donc ça, c'est la classe d'entité qui va... comment dire, je perds mes mots, mais qui va étendre la classe d'entité de base. Et on va lui donner en fait les types de classes que l'on veut récupérer directement là-dedans, de manière générique. Et grâce à ça, on va pouvoir instancier les bonnes choses avec les bons types, automatiquement derrière. Et après, si on a des préfabs qui sont associés à ce genre de choses, on a un système de pools qui sont dans les scènes d'Unity qui vont être... il y a les préfabs qui vont être liés justement aux entity data. Et donc, quand on va créer une entité qui va avoir une certaine data, ça va directement regarder dans les pools, voir s'il y a un préfab ou des préfabs qui sont liés à cette data-là. Donc, c'est pour ça que ça va être un peu automatique. Ok, et du coup, pour chaque classe script-object data, vous avez exactement ce genre de truc où ça référence à chaque fois le script-object, le mono-behavior et la préfab, enfin j'en sais rien.
Ouais, tout à fait. Ok. Après, il y a des choses, par exemple, le tech tree, c'est une entité, mais elle n'a pas de behavior derrière. C'est vraiment une interface qui va récupérer l'entité et qui va lire des trucs. Donc Ok. il y a possibilité de ne pas avoir de préfab associé. Ouais.